tu pourrais être en train de détruire ta réputation sans même t'en rendre compte. Il existe des habitudes qui paraissent insignifiantes, mais qui, peu à peu, fragilisent ton image et érodent le respect que les autres te portent. Le plus grave, c'est que tu répètes peut-être ces comportements chaque jour, sans imaginer les dégâts silencieux qu'ils causent dans ta vie personnelle, professionnelle et même financière. Prends un instant pour réfléchir. Si ta réputation était un compte bancaire, qui déposes-tu chaque jour? Du respect ou du doute? Comme l'a dit Warren Buffett, il faut 20 ans pour construire une réputation et seulement 5 minutes pour la détruire. Cette réalité devrait nous faire réfléchir profondément à nos actions quotidiennes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te révéler les 7 habitudes toxiques qui sabotent ton image et t'éloignent du respect des autres. Ces comportements, souvent banalisés, sont pourtant de véritables freins à une réputation solide et durable. Et si tu veux être rappelé avec admiration, traité avec sérieux et reconnu pour ton attitude, écris en commentaire. Aujourd'hui, je commence à éliminer ce qui me limite. Parce que personne ne construit une réputation forte en traînant des habitudes faibles. Maintenant, commençons avec la première habitude que tu dois absolument éliminer. Numéro 1. Les commérages. Les commérages sont une habitude tentante, en apparence, inoffensive. Parfois, ils commencent comme une tentative de créer des liens. Raconter quelque chose sur une autre personne donne l'impression de rapprocher, de générer une forme de connexion. Mais ce type de lien est fragile, car il se construit sur un terrain instable, la méfiance. Et ce qui unit aujourd'hui peut séparer demain. Imagine une situation simple. Un collègue te confie quelque chose de personnel au travail. Le lendemain, tu le racontes à une autre personne, qui à son tour le répète à quelqu'un d'autre. Très vite, l'histoire circule dans tous les couloirs de l'entreprise. Le résultat est toujours le même, la confiance disparaît. Ce collègue s'éloigne, et les autres commencent à te regarder avec prudence. Car si tu as parlé de lui, qui peut garantir que tu ne parleras pas d'eux aussi? Parler des autres, c'est comme lancer un boomerang. Tôt ou tard, il revient, et parfois avec violence. Imagine maintenant un groupe d'amis. Quelqu'un mentionne que l'un d'eux traverse des difficultés dans sa relation, dispute, rumeur d'une possible infidélité. La conversation débute sous le signe de l'inquiétude, puis se transforme rapidement en jugement, en plaisanterie et en ricanement. Tout semble banal jusqu'au moment où la vérité parvient aux oreilles de la personne exposée. Alors vient la déception. Car ce qui fait le plus mal, ce n'est pas seulement ce qui a été dit, mais le fait que cela vienne de personnes proches. Au lieu de parler des autres, nous devrions concentrer notre attention sur notre propre conduite. Lorsque nous parlons de la vie des gens, nous détournons le regard de l'endroit où il devrait être, sur ce que nous devons améliorer en nous-mêmes. Les commérages, c'est comme essayer de construire un pont avec du bois pourri. Au début, cela semble solide, mais avec le temps, cela ne soutient rien. Il y a aussi un aspect plus subtil. Le commérage donne une fausse sensation de pouvoir, savoir quelque chose que l'autre ignore, exposer ce que quelqu'un cache. Mais cet avantage n'est qu'une illusion, car ce qu'il révèle réellement n'est pas une supériorité, mais une insécurité déguisée. Si tu veux être perçu comme une personne digne de confiance, commence par éliminer cette habitude. Même avec de bonnes intentions, parler de la vie des autres est un écart par rapport à l'intégrité. Change de perspective. Lorsque l'envie de commenter apparaît, demande-toi, est-ce juste, ou cette personne a-t-elle besoin d'aide? Et lorsque quelqu'un vient vers toi avec un commérage, réponds avec élégance et maturité, j'espère que tout s'arrangera pour lui, ou simplement, et toi, comment vas-tu? Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise de soi et une loyauté silencieuse. Tu veux une preuve concrète? Pendant les 7 prochains jours, évite tout commentaire sur la vie de quelqu'un qui n'est pas présent. Participe uniquement à des conversations qui t'apportent des idées, qui t'inspirent et qui t'aident à grandir. Observe alors ceci, la manière dont tu parles des autres révèle le respect que tu as pour toi-même. Le respect ne se construit pas avec de belles phrases. Il se construit avec le silence, la loyauté et le courage de te retirer de la prochaine ronde de commérage, même si elle paraît intéressante. Car la confiance ne se demande pas, elle se démontre. Et si tu veux aller plus loin dans le contrôle émotionnel, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Chaque vidéo peut être un pas de plus dans ton progrès moral. Numéro 2. Agir avec désespoir. Agir avec désespoir, c'est comme essayer d'éteindre un incendie en y jetant encore plus de flammes. Le geste est rapide, bruyant, mais au lieu de résoudre le problème, il ne fait que révéler à quel point tu as perdu le contrôle. Et celui qui perd le contrôle perd aussi le respect. Chaque fois que tu agis sous l'emprise de la peur plutôt que de la lucidité, tu transmets une image d'instabilité. Or, l'instabilité engendre le doute. Les autres peuvent ressentir de la compassion, mais ils n'accorderont jamais leur confiance à quelqu'un qui semble sur le point de s'effondrer en permanence. Imagine une présentation importante. Le client commence à montrer de l'ennui, dominé par la panique, tu accélères. Tu promets plus que ce que tu peux réellement offrir,
Tu essaies de paraître plus que ce que tu es. L'intention était de convaincre, mais l'effet est exactement l'inverse. Personne ne fait confiance à quelqu'un qui semble supplier d'être choisi. Il en va de même dans une relation. Tu commences à voir quelqu'un, tout se passe bien, puis soudain, une journée entière passe sans que vous ne vous parliez. Cette petite distance suffit à te mettre en alerte. Au lieu de rester calme, tu envoies plusieurs messages d'affilée, tu analyses les « j'aime », tu construis des théories et tu demandes des explications. Cela ne montre pas plus d'intérêt, cela révèle du désespoir. Et celui qui étouffe l'autre perd tout, même son charme. Comme l'écrivait Marc Aurèle, on ne rétablit pas l'ordre dans le chaos en criant plus fort. L'excès ne résout rien, il ne fait qu'amplifier le désordre. Ce qui te maintient réellement debout, c'est le calme de celui qui ne cède pas à la panique. Ne te reproche pas d'avoir agi ainsi par le passé. Nous avons tous, un jour ou l'autre, agi avec désespoir. Nous avons tous cédé à la précipitation dans des moments de peur. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, ce n'est pas de honte, mais de conscience. Car ce qui sabote ta vie, ce n'est pas la peur en elle-même, mais la place que tu lui laisses dans tes décisions. Le désespoir est trompeur. Il se déguise en urgence, mais derrière lui ne se cache que la confusion. Il bloque la pensée logique et te pousse à prendre des décisions impulsives. Tu acceptes n'importe quelle proposition, tu entres dans des relations mal définies, tu lances des projets ou des associations vouées à l'échec. Tu renonces à ta propre valeur. Puis viennent les regrets. Et le cycle recommence. Car celui qui n'apprend pas à maîtriser ses émotions laisse toujours le désespoir diriger son histoire. C'est pourquoi, chaque fois que tu sens l'envie d'agir trop vite, arrête-toi. Respire. Et pose-toi cette question, est-ce une réaction ou un choix? Si c'est une réaction, attends. Fais une pause de quelques minutes. Tu te rendras compte que ce simple geste peut éviter des décisions et des conséquences désastreuses. Mais si c'est un choix, alors agis avec fermeté. La précipitation peut impressionner pendant quelques secondes, mais le calme inspire le respect pour toujours. Dans les relations, le même principe s'applique. Si quelqu'un s'éloigne, ne cours pas derrière lui comme si tu cherchais à combler un vide. Le silence, parfois, révèle plus que tous les messages que tu pourrais envoyer. Il en dit souvent plus sur l'autre que sur toi. Ta sérénité, dans ces moments-là, est ton armure. Elle protège ta dignité, ton énergie et ta clarté d'esprit. Le respect naît lorsque les autres comprennent que tu ne négocies pas ta paix pour être accepté, que tu ne mendis pas l'attention et que tu n'essaies pas d'acheter l'amour par le désespoir. Car celui qui est solide n'a pas besoin de se justifier. La prochaine fois que le désespoir frappera à ta porte, fais exactement l'inverse de ce qu'il attend. Reste. Reste avec toi-même. Reste dans le silence. Et reste fort. Car c'est ce calme, et non la précipitation, qui fait que les autres te prennent au sérieux. Comme le dit Morgan Housel, auteur de La psychologie de l'argent, si une opportunité ne peut pas attendre 24 heures, elle ne mérite probablement pas ton investissement. Ce qui exige une décision immédiate te place en position de faiblesse. Si quelque chose en vaut réellement la peine, cela sera encore là demain. Et si cela ne peut pas attendre un seul jour, alors peut-être que cela n'a jamais eu autant de valeur qu'il n'y paraissait. Numéro 3. Interrompre les autres. Interrompre est une habitude bien plus courante et bien plus destructrice qu'on ne le pense. Souvent, nous croyons simplement participer à la conversation, apporter notre enthousiasme ou enrichir l'échange. Mais sans nous en rendre compte, nous prenons quelque chose qui ne nous appartient pas, le tour de parole de l'autre, son droit d'être écouté. Derrière ce geste, le message implicite est clair, ce que j'ai à dire est plus important que ce que tu es en train de dire. Pense à un dîner entre amis. Quelqu'un commence à raconter une histoire. Tu t'enthousiasmes et tu interviens en plein milieu pour commenter ou compléter. L'intention était peut-être d'ajouter quelque chose, mais l'effet est exactement l'inverse. Le rythme de la conversation se brise. Le fil de la pensée se perd. Ce qui devait être un moment de partage devient une compétition silencieuse pour attirer l'attention. Dans le cadre professionnel, l'impact est encore plus visible. Un collègue présente une idée en réunion et, avant même qu'il ait terminé, tu l'interromps pour exposer ton point de vue. Dans ton esprit, c'était de la proactivité. Pour les autres, cela ressemble surtout à de l'empressement, de l'impatience ou à un manque d'écoute réelle. Interrompre, c'est comme pousser la porte d'une pensée qui est encore ouverte. Ce qui était en train de se construire s'effondre. Et celui qui parlait ne se sent pas écouté, mais réduit au silence. Voici le point essentiel, celui qui interrompt n'écoute pas pour comprendre, il écoute seulement pour répondre. Et, peu à peu, cette attitude affaiblit le respect. Marc Aurèle rappelait que le véritable pouvoir réside dans la capacité à rester calme, même lorsque l'on ressent l'impulsion d'agir. Cette maîtrise se manifeste dans l'écoute. Lorsque tu laisses l'autre terminer, tu transmets quelque chose de rare, du respect, de l'équilibre et une présence réelle, sans avoir besoin d'élever la voix. Imagine maintenant l'inverse. Quelqu'un s'approche de toi avec une plainte, une réussite ou une demande,
et tu l'écoutes simplement, sans hâte, sans interruption. Ce silence attentif crée un espace de confiance. Aujourd'hui, offrir une écoute sincère vaut plus que n'importe quel conseil, c'est offrir un sentiment de sécurité. Si tu te reconnais dans cette habitude, ne te blâme pas. La plupart d'entre nous ont été éduqués à rivaliser pour occuper l'espace, à vouloir être les premiers à parler, les plus rapides à réagir, les plus visibles dans la pièce. Pourtant, il existe un pouvoir silencieux, un pouvoir qui ne réclame pas la précipitation, mais la maturité. Bien souvent, l'interruption naît de la peur de ne pas être entendu. Mais celui qui possède une sécurité intérieure n'a pas besoin de se battre pour chaque phrase. Il sait qu'au bon moment, sa voix aura du poids et sera écoutée, non par insistance, mais par l'autorité de celui qui a su écouter d'abord. Tu veux changer ce schéma? La prochaine fois que tu sentiras l'envie d'interrompre quelqu'un, respire, attends et écoute. Puis, quand viendra ton tour, utilise des phrases comme « puis-je ajouter quelque chose ?» ou « ce point me fait penser à une idée similaire ». Ainsi, tu n'imposes pas ta voix, tu construis avec l'autre. Les stoïciens nous rappellent que la maîtrise de soi est la base du respect, et que savoir écouter véritablement est l'un des gestes les plus puissants que l'on puisse offrir. Car, ironiquement, plus tu écoutes, plus ta propre voix commence à compter. Lors de ta prochaine conversation, fais l'expérience suivante. Prends la place de l'écoute pleine, retiens l'impulsion de parler et laisse de l'espace. Tu verras que même le silence peut transformer un dialogue. Car, au fond, celui qui écoute avec le cœur n'a jamais besoin d'interrompre pour être entendu. Numéro 4. Ne pas prêter attention. La plupart des gens ne perdent pas le respect à cause de cris, de trahisons ou d'insultes directes. Ils le perdent lentement, à travers ce désintérêt déguisé, cette absence silencieuse, cette distraction répétée jour après jour. Il n'est même pas nécessaire de dire à quelqu'un qu'il ne compte pas pour toi. Il suffit de ne pas l'écouter. Être présent physiquement, mais ailleurs mentalement, est déjà suffisant pour que l'autre ressente une chose très claire. Ce que je dis n'a aucune importance pour toi. C'est comme parler à un mur qui respire. Le corps est là, mais l'absence émotionnelle occupe tout l'espace, et cela fait mal. Imagine une conversation simple. Quelqu'un s'ouvre à toi pour te confier quelque chose d'important. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu regardes ton téléphone. À cet instant précis, la connexion se brise. La personne continue de parler, mais intérieurement, elle s'est déjà refermée. Car peu de choses blessent autant que d'offrir sa vulnérabilité et de recevoir de l'indifférence en retour. Imagine maintenant l'impact de ce comportement au travail. Un collègue t'explique un processus, pendant que tu réponds à des messages sur WhatsApp. Puis tu poses une question qui montre clairement que tu n'as pas écouté. Ce type d'attitude érode le respect de manière silencieuse, mais implacable. À la maison, cela fait encore plus mal. Un parent qui essaie de parler à son enfant. Un partenaire qui souhaite partager une pensée. Et en face, seulement le bruit des notifications et des yeux qui ne se lèvent pas. Ces petits manques deviennent des vides, ces vides se transforment en gouffres. C'est ainsi que les liens se perdent, non pas par une explosion, mais par des absences répétées. Marc Aurèle disait, « Concentre-toi sur ce qui est devant toi, car être réellement présent est une déclaration silencieuse de valeur. » Lorsque tu écoutes avec attention, sans interrompre, sans distraction, tu dis sans mots, « Je te vois, je te respecte, tu comptes. » Et ce qu'il y a de plus frappant, c'est que personne n'oublie jamais ce qu'il a ressenti lorsqu'il a été écouté pour de vrai. La présence laisse une trace, tout comme l'absence. Si tu as l'impression d'avoir échoué sur ce point, ne te blâme pas. Nous sommes de plus en plus connectés, et même ceux qui n'avaient jamais connu la distraction numérique ont appris à devenir dépendants du téléphone. Aujourd'hui, nous sommes partout, sauf là où nous sommes réellement. Mais inverser cette habitude ne demande pas la perfection, seulement de l'intention. Pour t'y aider, voici 3 stratégies pratiques pour transformer ta présence en respect. La première est le rituel d'arrivée. Avant toute rencontre, conversation ou réunion, fais un geste symbolique pour marquer le début de ta présence. Range ton téléphone, respire profondément 3 fois et dis mentalement « Je suis ici ». Ce petit rituel modifie ton état intérieur et signale que tu es pleinement dans l'instant. La deuxième est la technique de la spirale inversée. Chaque fois que tu sens ton esprit s'éloigner de la conversation, au lieu de te juger, observe-le avec curiosité. Où suis-je parti, cette fois? Nomme la pensée, puis reviens doucement à l'échange. La conscience sans jugement brise le cycle de la distraction et entraîne ton attention à rester. La troisième est le défi du regard présent. Pendant les 7 prochains jours, choisis une personne par jour pour appliquer cet exercice. Range ton téléphone, regarde-la dans les yeux pendant qu'elle parle et pratique le silence actif. Écoute sans interrompre, sans préparer ta réponse. Écoute simplement. Ensuite, note comment cette personne a réagi. Tu constateras l'impact immédiat de ta présence. Prêter attention est un geste simple, mais rare. Et c'est précisément pour cela qu'il est si puissant.
Il ne demande ni titre, ni argent, ni talent, seulement la décision d'être là. Et celui qui apprend à être vraiment présent gagne quelque chose qui ne s'achète pas, la confiance. Lors de ta prochaine conversation, choisis d'être une présence réelle. Car parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin pour se sentir valorisé, c'est de ne pas être ignoré. Le 5e habit marque un véritable tournant. Et avant de le découvrir, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à aimer cette vidéo et à lui donner de la force. C'est un petit geste pour toi, mais cela signifie énormément pour nous. Numéro 5. La mentalité de pénurie. C'est souvent cette même peur qui provoque exactement ce que tu voulais éviter, la faim. La mentalité de pénurie possède un piège subtil. Elle te persuade que tout est une menace, la réussite des autres, leurs accomplissements, et même le bonheur de ceux que tu aimes. Peu à peu, tu commences à vivre comme s'il n'existait qu'une seule part de bonheur dans le monde, et que tout le reste était une compétition. Comme si chaque succès extérieur te retirait quelque chose. Mais les stoïciens, et notamment Marc Aurèle, nous rappellent une vérité essentielle: fais confiance au temps des choses. Lorsque tu crois profondément que ce qui est destiné à toi viendra, tu avances dans la paix. Et celui qui marche en paix dégage quelque chose de rare, la sécurité intérieure. C'est précisément cette sécurité qui inspire le respect. La véritable abondance ne commence pas dans le portefeuille, elle commence dans l'esprit. C'est le calme de celui qui sait attendre, la maturité de celui qui n'a pas besoin de se battre pour tout, et la grandeur de celui qui peut applaudir les autres sans jamais se sentir diminué. Si tu veux sortir de ce cycle, voici 3 pratiques simples pour reprogrammer ta mentalité. La première est le geste de la suffisance silencieuse. Chaque fois que quelqu'un te demande comment tu vas, résiste à la tentation d'énumérer ce qui te manque. À la place, réponds par quelque chose que tu possèdes déjà et qui t'apporte de la paix. Par exemple, j'ai réussi à garder le silence, ou je me sens stable aujourd'hui. Ce type de réponse désamorce le discours de la pénurie dans le quotidien et transforme ta manière de te positionner dans le monde, sans exagération, sans victimisation et sans rivalité. La deuxième pratique est la table de ce qui est déjà à toi. Prends une feuille et dessine une table. Sur cette table, écris tout ce que tu as déjà et qui te soutient, tes talents, tes amitiés, tes opportunités, tes apprentissages. Chaque fois que tu as l'impression de prendre du retard, reviens à cette image. Elle te rappellera que tu ne te bats pas pour une place, tu as déjà la tienne. Cette prise de conscience enlève la tension et la désespérance de ton regard. La troisième est l'intervalle d'expansion. Choisis un moment fixe dans ta journée, au réveil, en arrivant au travail ou en rentrant chez toi. Pendant 30 secondes, fais quelque chose qui symbolise l'expansion, félicite quelqu'un sans raison particulière, partage une idée, offre ton aide. La mentalité de pénurie se dissout dans la pratique de la générosité spontanée. Cet intervalle est un rappel quotidien que l'abondance n'est pas passive, elle se construit par des actions. La pénurie te pousse à regarder le monde comme s'il te devait quelque chose, comme s'il n'y avait jamais assez, comme si chaque réussite des autres t'était retirée personnellement. Mais le respect, le vrai, ne naît pas de la peur de perdre. Il naît de la force intérieure de celui qui se sent déjà suffisant. Et être suffisant ne signifie pas stagner. Cela signifie être ferme. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de courir après ce qui est déjà en chemin. C'est réaliser que tu n'as pas besoin d'attaquer pour exister. L'abondance n'est pas un chiffre sur un compte bancaire. C'est un état intérieur qui commence lorsque tu cesses de vivre dans la restriction. La prochaine fois que tu auras l'impression d'être en retard, souviens-toi, ce n'est pas de la pénurie, c'est de la comparaison. Ce n'est pas une perte, c'est une illusion. Ta paix commence lorsque tu arrêtes de compter ce que tu n'as pas et que tu avances avec ce qui te soutient déjà. Car celui qui marche avec légèreté dans le regard, présence dans les gestes et grandeur dans le cœur est déjà riche, bien avant de conquérir quoi que ce soit. Numéro 6. Être peu fiable. Être digne de confiance est l'un des fondements les plus solides pour gagner le respect. Lorsque les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi, les liens se renforcent presque sans effort. Mais lorsque cette confiance se brise, la perte va bien au-delà d'un simple malentendu. Car un malentendu peut se réparer, alors que la confiance, une fois fissurée, ne redevient souvent jamais tout à fait la même. Imagine une situation courante. Tu assumes une responsabilité importante dans un projet au travail, mais tu oublies la date limite. Tu ne livres pas ce que tu avais promis. L'équipe se frustre, la présentation échoue, et soudain ton nom cesse d'être associé à la compétence pour commencer à susciter le doute. Un doute qui réapparaîtra à la prochaine réunion, à la prochaine échéance, et lors de la prochaine invitation à participer. Maintenant, imagine une demande plus personnelle. Un ami traverse un moment difficile et te demande un service simple. Tu acceptes, tu promets d'être là, mais tu ne viens pas. L'excuse est légère, mais l'absence, elle, pèse lourd. Même s'il dit que ce n'est pas grave, quelque chose se brise intérieurement. Et la prochaine fois, il hésitera avant de faire de nouveaux appels à toi.
Être peu fiable, c'est comme traverser un pont dont les planches sont mal fixées. On peut passer, mais avec prudence. La peur de tomber à tout moment change la manière dont les autres avancent à tes côtés, toujours sur leur garde, attendant la prochaine erreur. La fiabilité se construit dans les détails. Tenir ce que tu dis, répondre quand tu l'as promis, prévenir si tu arrives en retard, respecter ta parole. Cela peut sembler insignifiant, mais ce sont ces petites preuves quotidiennes qui te permettent d'avancer vers ton objectif. Ce sont elles qui révèlent qui tu es réellement. Sénèque disait qu'une vie respectable exige une cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. L'intégrité commence lorsque tes actes n'ont pas besoin de justification et que ta parole n'a pas besoin d'être renforcée. Si tu as déjà failli sur ce point, tu n'as pas à en avoir honte. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, laissé quelqu'un attendre. La différence ne se fait pas sur l'erreur elle-même, mais sur ce que tu fais ensuite. Est-ce que tu te caches derrière des excuses, ou est-ce que tu te relèves pour réparer ce qui a été perdu? Tu veux être respecté au travail? N'attends pas que ton supérieur te mette la pression. Livre plus tôt, informe plus tôt, arrive plus tôt. Car lorsque tu prends de l'avance, tu montres que tu n'as pas besoin de contraintes pour agir avec responsabilité. Tu veux être respecté dans une relation? Tiens ta parole, surtout dans les petites choses. Dire que tu arriveras à 20h et te présenter à 22h sans prévenir, ce n'est pas seulement être en retard. C'est une forme de négligence émotionnelle. Chaque promesse rompue sans raison claire apprend à l'autre à attendre moins de toi, et peu à peu, à ne plus compter sur ta présence. Et lorsque tu te trompes, car oui, tu te tromperas, ne cherche pas à dissimuler l'erreur. Ne rejette pas la faute sur le trafic, l'agitation ou le destin. Reconnais-la, corrige-la et fais mieux la prochaine fois. Les personnes fiables ne sont pas celles qui ne font jamais d'erreur. Ce sont celles qui ne disparaissent pas quand elles échouent. Ce sont celles qui restent, réparent et apprennent. Être fiable, c'est avoir le contrôle de sa propre parole. C'est montrer que tu es une personne stable, même lorsque tout autour de toi est incertain. Et cette stabilité ne passe jamais inaperçue. Elle rassure. Elle attire. À partir d'aujourd'hui, traite ta parole comme une signature. Chaque « oui » doit avoir du poids, chaque promesse une valeur. Car celui qui apprend à être fiable n'a pas besoin d'élever la voix, son comportement parle pour lui. Si tu appliques cela dans ta vie, tu n'auras plus jamais besoin de crier pour être respecté. Numéro 7. Le vice de se plaindre. Se plaindre peut sembler être un simple moyen de se défouler, mais lorsque cela devient une habitude, cela épuise ceux qui sont proches et éloigne ceux qui voudraient rester. Au début, la plainte rassemble, tout le monde se ligue contre quelque chose. Mais très vite, cette union devient un poids, et ce qui était de l'empathie se transforme en fatigue. Pense à ce collègue qui arrive chaque jour en se plaignant du café, du patron, du temps, des embouteillages, de la vie en général. Au départ, tu l'écoutes. Puis, après quelques semaines, tu commences à l'éviter. Peu à peu, l'atmosphère se détériore. Et si c'est toi qui vis dans ce cycle, l'effet sur les autres est exactement le même. Sans t'en rendre compte, tes relations commencent à s'éteindre. Se plaindre, c'est comme arroser du poison tout en espérant que tes rêves grandissent. Tout ce qui sort de ta bouche transporte une énergie, et cette énergie façonne ce que tu vis. Lorsque tu choisis de te concentrer uniquement sur les problèmes, tu sèmes précisément ce que tu voudrais éviter. Imagine maintenant un dîner léger entre amis. Il suffit de 2 ou 3 plaintes sur les prix, la politique ou la journée pour que l'ambiance change. Les conversations s'éteignent, la légèreté disparaît. Se plaindre, c'est comme allumer une lumière que personne ne veut garder allumée. Elle assombrit la bonne humeur et n'éclaire que les problèmes. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, enseignaient à concentrer son énergie sur ce qui dépend de nous. Se plaindre de ce qui ne peut pas être changé, c'est ramer à contre-courant, tu te fatigues, tu t'irrites et tu n'avances pas. Accepter l'inévitable est libérateur, et agir sur ce qui est possible est une forme de sagesse. Si tu te reconnais dans ce schéma, ne te juge pas trop durement. Peut-être que la plainte a longtemps été ta soupape de décompression. Aujourd'hui, ce dont tu as besoin, ce n'est pas de culpabilité, mais de direction. Voici 3 pratiques pour reprogrammer cet automatisme. La première consiste à utiliser un système d'ancrage émotionnel. Choisis une phrase ou une question qui interrompt le cycle de la plainte dès qu'il commence. Par exemple, est-ce que cela améliore ma vie maintenant? Ou encore, merci, plainte, mais aujourd'hui je cherche des solutions. Répète cette phrase chaque fois que tu sens la plainte monter. Avec le temps, elle deviendra un frein automatique. La deuxième pratique est de tenir un journal de transformation. Pendant une semaine, chaque fois que tu as envie de te plaindre, note la raison. Mais avec une règle, à côté de la plainte, écris une action possible. Par exemple, embouteillage, devient « je vais écouter un podcast ». Trop de travail, devient « je vais prioriser les 3 tâches les plus importantes ». Cela entraîne ton cerveau à chercher des solutions avant d'alimenter le problème. Enfin, fais le test des 3 minutes.
Lorsque tu es dans un contexte social, retiens toute plainte pendant au moins 3 minutes. Ce délai est suffisant pour réfléchir à ce que tu voulais dire et décider si cela en vaut vraiment la peine. Si ce n'est pas le cas, laisse tomber. Et si cela reste pertinent, reformule-le avec plus de légèreté. Par exemple, au lieu de dire « le service était horrible », dis plutôt « je pense que la prochaine fois, je choisirai un autre endroit ». Se plaindre constamment conditionne le cerveau à chercher les défauts. Et plus tu vois de défauts, plus tu t'éloignes des solutions. L'esprit entre dans un état de manque où tout semble négatif, même lorsque ce ne l'est pas. Tu veux être une présence admirée? Commence par devenir quelqu'un qui transforme l'attention en solution. Remplace le « c'est horrible » par « que puis-je faire avec cela maintenant ?» Ce simple changement transforme ton état d'esprit et l'atmosphère de ceux qui t'entourent. Les personnes qui ne se plaignent pas de tout, mais qui agissent même dans les jours difficiles, sont perçues comme des points d'ancrage, stables, respectés et dignes de confiance. Choisis d'être quelqu'un qui s'adapte au mouvement de la vie, plutôt que quelqu'un qui s'y oppose. La prochaine fois que la critique monte à tes lèvres, fais un autre choix, transforme-la en action. C'est ainsi que naît le respect, lorsque tu cesses de répéter le problème pour devenir une partie de la solution. Commence à te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Et il est entièrement sous ton contrôle de décider, dès maintenant, quel est le ou lesquels de cette habitude que tu choisis d'abandonner. Engage-toi envers ton changement, affirme-le clairement, et tu verras comment ta vie peut se transformer. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu le sais déjà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.